Earl Dawson s'arrêta net sur les rails, son sac rempli de canettes d'aluminium glissant de ses doigts usés quand un gémissement désespéré fendit la brume d'octobre. Le grondement lointain d'un train de marchandises faisait vibrer les traverses sous ses bottes, mais ses yeux restaient fixés sur un spectacle qui glaça son cœur. Une chienne berger allemand, et 3 minuscules chiots, ligotés avec de la corde et aveuglés par des bandeaux grossiers, gisaient sans défense en travers des rails. Ce n'était pas un simple abandon, c'était une exécution programmée. Le hurlement du train résonna, bref et implacable, au-dessus des plaines du Nebraska. Les mains tremblantes d'Earl fouillèrent sa poche à la recherche de son vieux couteau. 72 années de labeur agricole lui avaient appris à mesurer le temps et la distance. Le calcul était brutal. 4 vies innocentes écrasées dans moins de 90 secondes si rien n'était fait. À travers les plis de son bandeau, les yeux ambrés de la mère croisèrent les siens. Ce regard mêlait une confiance désespérée et une résignation douloureuse qui rappelèrent à Earl le dernier souffle de Martha, son épouse disparue à l'hôpital. « Tiens bon, ma belle, je ne vais pas te laisser tomber », murmura-t-il d'une voix rauque, ses doigts noueux s'acharnant sur les nœuds. Mais qui pouvait orchestrer une cruauté aussi méthodique, et pourquoi Earl sentait-il que ce moment allait déterminer le reste de sa vie? Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi de quelle ville vous regardez. Continuons l'histoire. Earl Dawson avait toujours cru que Dieu avait oublié Fairview, Nebraska. À 72 ans, il avait enterré son épouse Martha 3 ans plus tôt, après avoir vu le cancer engloutir leurs économies et son corps en même temps. La ferme familiale, fruit de 5 générations de sueur et de rêves Dawson, avait été liquidée pour couvrir des factures médicales qui continuaient à arriver même après les funérailles. Désormais, il vivait seul dans un mobile home rouillé à la périphérie du Sunset Trailer Park, survivant grâce à une pension sociale de 1 252 $ par mois, alors que ses charges dépassaient allègrement les 1 800. L'avis d'expulsion collé hier sur sa porte avait été la dernière gifle. Il avait 72 heures pour régler 843 $ de loyer impayé ou dégagé. La feuille jaune lui avait brûlé les yeux et il avait repensé au temps où ses terres s'étendaient à perte de vue. Ses mains calleuses, autrefois capables de mettre bas une vache ou d'attacher un harnais d'un geste sûr, tremblaient désormais quand il recompait pour la 4e fois les 43 $ restants dans son portefeuille. Son fils, Richard, vivait à 1h30 de route à Lincoln, bien installé dans sa maison de banlieue grâce à son salaire d'expert en assurance. Mais leur relation s'était brisée 4 mois plus tôt, lors d'une dispute qui résonnait encore dans l'esprit d'Earl. « Papa, tu es borné et ridicule. Maman n'aurait pas voulu que tu finisses comme ça. Viens à Lincoln, il y a de bonnes résidences où tu aurais une vraie dignité. » Earl avait raccroché sans répondre, car pour lui, la dignité n'était pas une prestation vendue dans un bâtiment aseptisé. C'était une flamme intérieure que l'on portait ou que l'on perdait à jamais. Tous les matins à 5h30, il parcourait les 2 mêmes miles à travers les rues désertes de Fairview, ramassant les canettes qui lui rapportaient 3 à 8 $ par jour. Ce rituel gardait ses articulations douloureuses en mouvement et donnait un semblant de structure à des journées autrement interminables. Ses voisins du parc le saluaient poliment mais gardaient leur distance. La pauvreté impose une pudeur particulière et beaucoup préféraient ne pas la partager. Les rails faisaient partie de son trajet, un raccourci vers le petit centre-ville où les bennes des restaurants laissaient parfois des trésors en aluminium. Il les avait arpentés enfants, en équilibre sur l'acier, rêvant d'aventure par-delà les champs de maïs. Aujourd'hui, il rappelait surtout à quel point son monde s'était rétréci. De 300 acres fertiles à une quête de monnaie pour acheter du café instantané et du pain sec. Dans sa cuisine, la photo de Martha trônait encore sur la table. Tous les soirs, Earl lui parlait, lui racontant ses petites défaites et ses maigres victoires. « Encore un jour de plus, ma chérie », murmurait-il, en caressant le cadre, ses doigts se souvenant de la chaleur de sa main. Il lui avait promis sur son lit de mort de continuer à avancer, mais dernièrement, ce serment pesait plus lourd que le chagrin lui-même. Sa routine avait encore commencé ainsi ce matin-là. Café soluble, beignet rassis, et ce vide immense que l'orgueil ne comblait pas. La lame de son couteau trancha enfin la première corde quand le phare du train jaillit dans la brume comme un verdict. Ses mains, tremblantes d'arthrose au quotidien, retrouvèrent la précision d'autrefois, celle d'un fermier habitué à agir vite face aux urgences. La chienne cessa de se débattre dès qu'elle sentit son contact, comme si elle avait deviné qu'il était là pour aider. Ses yeux ambrés brillaient d'une intelligence rare.
Earl pensa à Rex, son vieux border collie d'il y a 40 ans qui semblait lire dans les cœurs. « Doucement, ma belle, souffla-t-il. Le train n'était plus qu'à une demi-mile. À 55 miles à l'heure, il lui restait peut-être 90 secondes. Un calcul simple, effrayant. Ses doigts glissèrent sur un second nœud, alors qu'un des chiots, une petite femelle au poitrail marqué de blanc, restait immobile. Le cœur d'Earl se serra. Était-elle déjà morte? Un dernier geste sec fit céder la corde des pattes de la mère. Aussitôt, celle-ci se mit à mordiller frénétiquement les liens de ses petits, mais avec une maîtrise impressionnante. Pas de panique, juste la détermination glaciale d'une mère prête à tout. Earl avait vu ce regard sur le visage de Martha, 37 ans plus tôt, lorsqu'elle avait lutté des heures pour mettre Richard au monde. Il restait 60 secondes. Earl attrapa les 3 chiots d'un geste, les serrant contre lui, tandis que la mère arrachait son bandeau et bondissait hors des rails. Le plus gros, un mâle tacheté, remua faiblement et poussa un gémissement. Le second, plus clair, respirait mais restait inconscient. La petite au poitrail blanc paraissait glacée, presque sans souffle. Le train approchait, son klaxon hurlant comme un avertissement divin. Les roues projetaient déjà des gerbes d'étincelles sur les rails. Le conducteur avait enclenché le freinage d'urgence, mais des milliers de tonnes lancées à pleine vitesse ne s'arrêtent pas ainsi. Earl grimpa le talus en glissant sur le gravier gelé, le souffle court. La chienne le suivit, les dents presque, comme si elle craignait, plus pour lui que pour elle-même. Arrivé en haut, il se retourna et vit les 89 wagons de céréales filer devant lui dans un fracas assourdissant. Instinctivement, il les compta comme il le faisait enfant avec son père. Quand le silence retomba enfin, il examina les chiots. Le plus gros avait les yeux ouverts, fixant Earl avec une curiosité timide. Le second suçotait déjà la manche de sa chemise. La petite, elle, respirait encore, mais faiblement. La chienne s'approcha, vérifia chaque petit et, en découvrant qu'il vivait, remua timidement la queue, puis elle fit d'un geste qui serra la gorge d'Earl. Elle lécha ses mains ensanglantées par le gravier. Un remerciement silencieux, presque humain. La camionnette d'Earl l'attendait sur le parking du vieux quincaillier Miller, à un quart de mile. Il y était venu pour demander du travail avant sa collecte de canettes. Aujourd'hui, la marche lui parut interminable, serrant les chiots, tandis que la chienne boitillait derrière lui, sa patte arrière visiblement douloureuse. Elle portait des cicatrices anciennes, preuve d'épreuves passées. Arrivée au véhicule, elle grimpa d'elle-même côté passager. Pas une errance sauvage. C'était une chienne habituée aux humains, éduquée, confiante. Quelqu'un avait pris soin d'elle, l'avait aimée, avant que l'horreur ne s'abatte. Cette pensée fit serrer le volant à Earl. Le retour dura 15 minutes à travers les rues figées de Fairview. Il passa devant l'église méthodiste où Martha avait été enterrée, devant le Dawson Feed Store qui portait encore son nom bien qu'il l'ait vendu, devant l'école où sa petite fille Emily avait étudié avant que la famille de Richard ne parte pour Lincoln. Chaque bâtiment était une blessure ouverte, un rappel de ce qu'il avait perdu. Mais ce matin, ce n'était pas la nostalgie qui l'étouffait, c'était l'urgence. La chienne, assise droite, observait chaque mouvement, chaque bruit, sur le qui-vive comme un soldat. Earl connaissait ce regard, celui des chiens marqués par la douleur. La confiance, il faudrait du temps pour la reconstruire. Quand ils arrivèrent au Sunset Trailer Park, la carcasse métallique de son mobile home n'avait jamais semblé si misérable. Pourtant, en descendant avec les chiots, suivi par cette chienne meurtrie mais décidée, il eut pour la première fois depuis longtemps la sensation de ramener quelque chose de précieux chez lui. À l'intérieur, la réalité nue l'attendait, plats surgelés empilés, tasses de Martha encore dans l'évier, factures entassées sur la table. La chienne inspecta méthodiquement chaque recoin, méfiante, tandis que les chiots s'entassaient contre une vieille couverture militaire. Earl se rendit compte avec angoisse qu'il n'avait ni nourriture pour chien, ni argent pour en acheter. Sa prochaine pension n'arriverait pas avant 12 jours. Alors il ouvrit sa dernière boîte de ragoût, celle qu'il avait prévue pour son dîner, et la versa dans le bol en porcelaine préféré de Martha. La chienne mangea peu, préoccupée surtout par ses petits. Et Earl comprit, ce sacrifice-là, il le connaissait. Quand le jour déclina, il commença à donner des noms. La noblesse et la force protectrice de la mère lui rappelèrent le ciel et ses étoiles. Il l'appela Stella. Le chiot le plus audacieux devint Ranger. Le plus calme, Cooper. Et la petite, fragile mais vivante, il la nomma Grace. Cette nuit-là, Earl céda son lit à Stella et au chiot et tenta de dormir sur son canapé défoncé.
Vers 2 heures du matin, le cri faible de Grace le réveilla en sursaut. Elle refusait l'improvisation de lait en poudre et de sirop de maïs qu'il avait préparé, son petit corps tremblant malgré les couvertures. Earl comprit que le temps jouait contre eux. Alors, à 72 ans, il prit une décision qui le testait plus que ses articulations douloureuses. 45 minutes de route jusqu'au Walmart de Norfolk, le seul ouvert toute la nuit. Il y dépensa ses derniers 67 $ en lait maternisé pour chiots, biberons et couvertures. Chaque achat faisait mal, car il savait qu'il n'avait désormais plus rien pour lui. Mais au fond, il se sentait plus vivant que depuis des années. Sur le parking éclairé par les néons, il mélangea le lait en poudre avec de l'eau minérale. Stella observait attentivement, ses yeux suivant chacun de ses gestes, comme une mère qui surveille une nourrice. Lorsque Grace commença à téter avec avidité, ses petites pattes pressant maladroitement les doigts d'Earl, ce dernier sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Pour la première fois depuis Martha, quelqu'un dépendait de lui de façon absolue. Cette nuit-là, il s'endormit enfin avec un sentiment de but, Stella couchée contre ses jambes, les chiots serrés dans un nid improvisé. Le vent glacé soufflait dehors, mais à l'intérieur, un foyer s'était rallumé. Le lendemain matin, on frappa à sa porte à 7h30. L'odeur familière d'ail et de sauce soja ne pouvait tromper. Sa voisine, Madame Rosa Delgado, apportait le petit déjeuner. À 68 ans, son visage ridé respirait la gentillesse et la ténacité. Elle vivait dans le même parc depuis 20 ans et avait connu Martha. Leur relation était restée amicale, respectueuse, sans jamais franchir la barrière fragile des vœux et veuves qui se protègent derrière leur solitude. Rosa se pointait 2 fois par semaine avec des plats en prétextant avoir cuisiné trop. En réalité, Earl savait bien que c'était de la charité, mais il n'avait jamais eu la force de refuser. Quand Stella apparut derrière lui, Rosa écarquilla les yeux. « Mon Dieu, Earl, qu'est-ce que tu as fait ?» Son accent philippin perçait encore, malgré presque 40 ans passés aux États-Unis. Earl expliqua, la voix tremblante, comment il avait trouvé ces animaux sur les rails. Rosa laissa tomber son plat et se précipita vers les chiots, les examinant avec l'expérience d'une mère et d'une ancienne infirmière. Elle releva aussitôt des signes de traumatisme. « Ces bébés ont souffert. Regarde la mère, comme elle se crispe quand je bouge trop vite. On leur a appris la peur. » Effectivement, Stella ne montra ni agressivité ni panique, mais un mélange de méfiance et de douleur contenue. Rosa, pragmatique, n'attendit pas. Elle appela aussitôt la vétérinaire locale, Dr Sarah Park, qui tenait la seule clinique de Fairview. Ancienne diplômée d'Iowa State, elle avait ouvert son cabinet dans une vieille maison blanche de la rue Elm. Elle soignait autant les vaches des fermiers que les chats de compagnie, et acceptait souvent le troc ou les paiements différés. Rosa résuma la situation et obtint un rendez-vous pour 14h. « Tu vas y aller, Earl, dit-elle fermement. Ne discute pas. » En attendant, elle réchauffa son poulet adobo sur la vieille cuisinière électrique et raconta à Earl les rumeurs du coin. Quelques mois plus tôt, son neveu avait trouvé 2 chats morts près d'une carrière abandonnée avec des traces inquiétantes de maltraitance. Le shérif avait classé l'affaire faute de preuves. Les mauvais, ils s'en prennent toujours aux plus faibles. Les animaux, les enfants, les vieux, c'est la même lâcheté. Earl hocha la tête, ses yeux fixés sur Stella qui surveillait sans relâche la porte et ses chiots. Il voyait clairement que ce n'était pas une simple chienne errante. Sa posture, son intelligence, son calme vigilant prouvaient un passé bien différent. À 13h30, Earl chargea tout le monde dans son vieux pick-up. Stella grimpa aussitôt côté passager, surveillant chaque geste quand il installa les chiots dans une boîte tapissée de serviettes. On voyait bien qu'elle connaissait déjà les trajets en voiture. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent devant la clinique vétérinaire. Une maison blanche aux volets rouges, transformée en cabinet. Dr Park, une femme d'une 30aine d'années, aux yeux déterminés, les accueillit avec douceur. « Vous devez être Monsieur Dawson. Rosa m'a expliqué. Allons voir tout ça. » Elle commença par Stella, parlant doucement, ses mains parcourant son corps avec professionnalisme. Elle a été bien soignée récemment, son pelage, ses dents, tout est en ordre, mais regardez ses cicatrices, des blessures anciennes, sérieuses, et ceci, elle palpa son cou et fronça les sourcils. Il y a quelque chose d'implanté ici. Elle sortit un lecteur électronique. Bip, un numéro apparut, ZP 8843. Ce n'est pas un format habituel de puce d'identification. Normalement, les codes commencent par le fabricant. Ici, ça ressemble à un numéro d'inventaire. Les chiots révélèrent des détails encore plus troublants. Dans l'oreille de chacun, de minuscules tatouages. Rangé ZP
88431. Cooper, ZP, 88432. Grasse, ZP, 88433. Démarquage précis fait par un professionnel, pas quelque chose qu'un vétérinaire ferait pour un particulier. Sarah montra aussi de petites cicatrices sur leurs pattes, signe de multiples injections. Monsieur Dawson, ces animaux ne viennent pas d'un foyer normal, on les a traités comme des sujets de laboratoire. Earl sentit son estomac se nouer. Vous voulez dire qu'ils ont servi à des expériences ? Dr Park hésita, puis répondit franchement « Oui, quelqu'un les a considérés comme du matériel de recherche. » La plus inquiétante restait Grace. Sa respiration laborieuse venait d'un développement pulmonaire insuffisant. Elle est fragile, peut-être née prématurée. Elle aura besoin d'un suivi, d'alimentation spéciale et sans doute de traitement. L'implication était claire. Earl n'avait ni les moyens, ni la préparation pour assumer cela. Pourtant, en regardant Stella et ses petits, il sut immédiatement qu'il n'abandonnerait pas. Dr Park l'attira à l'écart. « Je dois être honnête, si ces chiens appartiennent à une organisation, ils vont les chercher. Des gens qui utilisent des animaux comme cobayes ne renoncent pas facilement. Il pourrait y avoir du danger. Est-ce que vous êtes prêt à ça ?» Earl observa Stella qui reniflait ses chiots après l'examen, les rassurant comme une mère inquiète. Et il sentit une vérité s'imposer. « Docteur, j'ai perdu ma femme, ma ferme, même mon fils. Ces animaux n'ont plus personne, et moi, je n'ai plus rien à perdre. Alors oui, je vais me battre pour eux. » Sarah hocha la tête, comprenant la gravité de son engagement. « Très bien, mais si la moindre menace se présente, appelez-moi. Et pensez à prévenir le shérif. Ce que nous voyons là est probablement bien plus vaste que vous ne l'imaginez. » Le retour à la maison fut silencieux. Stella surveillait par la fenêtre tandis que les chiots s'endormaient dans leur boîte. Dans le miroir, Earl scrutait son propre visage ridé, étonné de se sentir aussi déterminé. Chez lui, il installa un coin plus confortable avec les couvertures et un tapis chauffant prêté par Sarah. Stella arrangea le nid elle-même avant d'y déposer ses petits. Ses gestes domestiques rappelaient ceux d'une chienne habituée aux foyers humains, pas à la rue. Mais dans un coin de son esprit, la mise en garde de la vétérinaire tournait en boucle. Quelqu'un, quelque part, cherchait déjà à récupérer ses animaux. 3 jours après la visite chez la vétérinaire, Earl trouva une feuille pliée coincée dans la porte de son mobile home. Du papier épais, bien plus luxueux que ce qu'il avait l'habitude de voir. Les mots, écrits en lettres majuscules, étaient simples et glaçants. « Rendez ce qui ne vous appartient pas. Certains investissements valent trop cher pour être perdus. » En bas, à peine visible, une trace de logo effacée rappelant une montagne stylisée. Earl sentit la colère monter en lui. Mais avant même de froisser le papier, Stella réagit. Elle se mit à tourner en rond, le poil hérissé, grognant sourdement. Lorsqu'elle renifla le message, elle recula aussitôt, la queue entre les pattes, terrifiée. Quelque chose dans l'odeur du papier réveillait chez elle des souvenirs de cauchemar. Cette nuit-là, Earl dormit à peine. Chaque craquement du mobile home, chaque souffle du vent dehors lui donnait l'impression qu'on l'épiait. Il garda sa vieille batte de baseball à portée de main, Stella restant éveillée par moments pour inspecter les fenêtres. À l'aube, il avait les traits tirés, le corps brisé par la fatigue, mais une certitude nouvelle. Il n'était plus seulement un vieil homme en difficulté, il devenait une cible. Le lendemain, la menace prit une forme encore plus claire. À 11 heures, un SUV noir rutilant s'arrêta à l'entrée du parc. Ses vitres teintées ne laissaient rien voir de l'intérieur. Le moteur resta allumé 10 minutes entières, ronronnant avec une assurance déplacée dans ce quartier modeste. Stella se colla contre les jambes d'Earl, tremblant comme si elle reconnaissait ce bruit. Finalement, le véhicule fit demi-tour, mais pas sans laisser une nouvelle trace. Une carte de visite coincée dans le chambranle de sa porte. Dr Marcus Whitman, directeur de recherche, Zenith Research Group. Au dos, un message manuscrit. « Nous devons parler. Ce que vous avez nous appartient, nous reprendrons contact. » Cette fois, Earl sentit sa peur se transformer en une rage sourde. Parler d'être vivant comme de simples biens, cela lui rappelait la froideur des assurances lorsqu'il suppliait pour les soins de Martha. Des chiffres, des dossiers, jamais des personnes. Et maintenant, c'était Stella et ses petits qu'on réduisait à des numéros. 20 minutes plus tard, Rosa revint, accompagnée de son neveu Tommy, 16 ans, les cheveux longs, toujours un ordinateur sous le bras, mélange d'arrogance adolescente et de curiosité insatiable. Elle lui avait raconté ce qui se passait et lui s'était immédiatement mise en tête de creuser l'affaire. « Laisse-moi voir cette carte, monsieur Dawson. » Ses doigts accoururent sur son smartphone et en quelques secondes, il lança des recherches.
Zenith Research Group, c'est bizarre. Ils ont des contrats gouvernementaux officiellement pour de la recherche comportementale et du développement. Mais tout est hyper vague. Et regarde ça. Ils ont un site près de Grand Island, à 2 heures d'ici. Il fit défiler des photos de bâtiments stériles, de chercheurs en blouse blanche manipulant des animaux derrière des vitres. Et il y a eu des audiences au Congrès sur leurs méthodes douteuses. Mais rien n'a abouti. Ils sont blindés de protection politique. En gros, riche compagnie qui fait ce qu'elle veut. Earl sentit la nausée monter. Stella, assise près de lui, observait l'écran comme si elle comprenait chaque mot. Rosa, elle, était moins intéressée par la technologie que par la sécurité immédiate. Elle révéla alors une information qui glaça le sang d'Earl. « Hier, à l'épicerie, un homme m'a abordé. Il prétendait être d'une assurance. Mais il savait que tu avais des chiens, que tu étais allé voir la vétérinaire, et même que tu avais des problèmes d'argent. Il a insinué que tes soucis de loyer pourraient disparaître si tu rendais ce qui n'était pas à toi. » Earl comprit aussitôt, il connaissait déjà sa situation dans les moindres détails. Ils avaient fouillé son passé, ses dettes, ses faiblesses. On voulait acheter son silence. Tommy leva les yeux de son écran, l'air à la fois fasciné et inquiet. « Monsieur Dawson, ce ne sont pas des amateurs. Ce sont des gens puissants, prêts à tout. Tu es sûr de vouloir t'en mêler ?» Earl sentit les mots lui venir avec une clarté rare. « Ce ne sont pas des chiens, c'est Stella, c'est Ranger, Cooper et Grace. Et personne ne me les prendra, pas tant que je respire. » Le lendemain matin, Dr Sarah Park frappa à la porte d'Earl, un épais dossier sous le bras. Ses traits d'ordinaire serein trahissaient une nervosité inhabituelle. « Earl, il faut que je te dise quelque chose, et cette fois toute la vérité. » Ils s'installèrent autour de la petite table branlante de la cuisine, tandis que Stella gardait ses chiots à distance, les yeux fixés sur la vétérinaire. Sarah étala devant eux des copies de rapports, des notes cliniques, même des documents officiels estampillés de logos gouvernementaux. Elle prit une profonde inspiration. Quand j'ai examiné Stella et les chiots, j'ai reconnu certaines choses. Les tatouages, la puce placée anormalement, les injections, je les avais déjà vues. Pendant ma dernière année d'école vétérinaire, j'ai travaillé pour Zenith Research Group. Un stage. Officiellement, c'était un programme de thérapie animale. On entraînait des chiens pour aider des vétérans et des enfants autistes. Sur le papier, c'était magnifique. Mais très vite, j'ai compris. Ce n'étaient pas des chiens de thérapie qu'ils voulaient créer. C'étaient des animaux programmés pour une loyauté absolue. Des chiens incapables de désobéir, incapables d'abandonner. Utile pour le militaire, pour la sécurité privée, pas pour des familles. Elle sortit alors une photo, une Stella plus jeune, le regard déjà brillant d'intelligence, à côté d'elle en blouse blanche. Son nom, c'était Sky. Elle faisait partie d'un programme de reproduction pour renforcer l'attachement émotionnel. Mais derrière les sourires, il y avait des médicaments expérimentaux, des protocoles de conditionnement psychologique. Earl sentit un frisson courir dans son dos. Tout à coup, les comportements de Stella prenaient un autre sens. Sa vigilance obsessionnelle, son attachement immédiat, ses cicatrices invisibles. « Comment es-tu sorti de là ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Sarah baissa les yeux. « J'ai commencé à dénoncer ce que je voyais. Mon école m'a dit de me taire. Puis Zenith a mis fin à mon contrat pour manque de confidentialité. J'ai dû signer un accord de silence. Mais Stella était enceinte quand je suis parti. Leur protocole prévoyait de tuer les chiots qui ne répondaient pas aux attentes, et elle devait être euthanasiée aussi. Je crois qu'elle a réussi à s'enfuir, et que ces petits, ce sont ceux que tu as sauvés. » Le poids des révélations fit vaciller Earl. On parlait de tuer des chiots parce qu'ils n'étaient pas assez loyaux. Il serre les poings, ses articulations craquant sous la tension. Ils ont essayé de se débarrasser d'elle et des bébés sur les rails, murmura-t-il, la voix chargée de colère. Sarah hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, et si Zenith apprend qu'ils sont encore en vie, ils feront tout pour les reprendre. » Tommy, resté en retrait, s'avança avec son ordinateur. « Docteur, vous avez gardé des preuves? Des fichiers? Des photos ?» Elle hésita, puis sortit une clé USB. « J'ai pris des copies en cachette. Je n'ai jamais eu le courage de les utiliser. » Le jeune hacker sourit avec une assurance mêlée d'imprudence. « Eh bien, peut-être que le moment est venu. » Earl regarda Stella, couchée contre ses chiots, ses yeux ambrés rivés aux siens. Et il sut, sans l'ombre d'un doute, que le choix était fait. La confrontation qu'Earl redoutait arriva un matin clair d'octobre. 3 SUV noirs pénétrèrent dans le Sunset Trailer Park, se garant avec une précision qui rappelait une opération militaire. Earl, depuis sa fenêtre, vit des hommes en costume sombre sortir des véhicules, leurs gestes nets, leurs regards alertes. Au centre, un homme à la chevelure argentée,
parfaitement droit dans son costume sur mesure. Dr Marcus Whitman, en personne, était venu chercher son bien. La réaction de Stella fut immédiate. Son corps entier se mit à trembler, ses crocs se dévoilèrent et un grondement continu s'échappa de sa gorge. Les chiots, ressentant la peur de leur mère, se recroquevillèrent dans un coin de la pièce. Earl sentit la rage remplacer sa propre peur. Cette chienne avait déjà trop souffert. Le coup frappé à la porte résonna avec une autorité glaciale. « Monsieur Dawson, je suis le docteur Marcus Whitman. Vous avez en votre possession quelque chose qui ne vous appartient pas. Parlons-en. » La voix, polie et assurée, portait la menace implicite de quelqu'un habitué à être obéi. Earl ouvrit la porte, mais resta sur le seuil, sans l'inviter à entrer. De près, Whitman avait l'allure d'un dirigeant de multinationale. Costume impeccable, mains manucurées, regard bleu perçant, mais dépourvu de chaleur. Les deux hommes à ses côtés restèrent silencieux, l'attitude de garde du corps plus que de scientifique. « Dr Whitman, répondit Earl, la voix ferme malgré le battement de son cœur. Ce que j'ai trouvé, ce sont des animaux abandonnés, attachés à des rails pour être écrasés. Je les ai sauvés, point final. » Whitman esquissa un sourire froid. « Monsieur Dawson, inutile de tourner autour du pot. Ces animaux représentent plus d'1 million de dollars de recherche et de développement financés par l'État. Ils portent des modifications génétiques et un conditionnement qui les rendent extrêmement précieux. Ce sont des actifs, pas des animaux de compagnie. Je comprends que vous soyez attaché à eux, mais la réalité est la réalité. Ils doivent nous revenir. » Les poings d'Earl se serrèrent. Derrière lui, Stella grognait plus fort et il jura que ses yeux reflétaient une haine particulière pour cet homme, une reconnaissance douloureuse. « Des actifs ?» répéta Earl d'une voix basse. « Alors pourquoi était-il ligoté sur une voie ferrée? Ça, c'est votre façon de protéger des investissements ?» Un éclair de colère traversa fugacement le visage de Whitman. Puis il reprit son masque lisse. « Ce que vous décrivez relève d'un incident de sécurité. Des individus mal intentionnés ont tenté de saboter nos recherches. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que vous nous rendiez nos animaux. Je vous propose un arrangement simple. Vous me les restituez immédiatement et je garantis qu'aucune charge ne sera retenue contre vous pour recel de propriété gouvernementale. Je peux même vous offrir un dédommagement. Disons 5 000 $, de quoi régler vos dettes et vivre un peu plus confortablement. » Earl sentit son sang se glacer. Whitman avait fait ses devoirs. Il connaissait son expulsion imminente, ses finances exsangues. Il cherchait à exploiter ses failles. « Et si je refuse ?» demanda Earl, bien qu'il devinât déjà la réponse. Le sourire revint, plus cruel. « Alors vous risquez 10 à 15 ans de prison pour détention de biens fédéraux. À votre âge, ce serait une peine à vie. Sans parler des saisies civiles. Vous pourriez perdre le peu qu'il vous reste. Réfléchissez, monsieur Dawson. Un petit sacrifice, et vous pourriez retrouver une vie tranquille. » Derrière l'homme, Stella s'approcha de la porte, grognant encore. Whitman tourna les yeux vers elle et son expression changea subtilement. Non plus le sourire froid du dirigeant, mais un rictus possessif. « Bonjour, sujet 8843, dit-il d'une voix douce, presque mielleuse. Tu nous as donné du fil à retordre, mais il est temps de rentrer à la maison. » À ces mots, Stella s'effondra littéralement au sol, rampante, gémissant comme une chienne terrorisée. Earl en eut le cœur brisé. Cette bête courageuse qui avait sauvé ses petits redevenait un être écrasé par la mémoire des abus. Le voir la réduire à ce point fit naître en lui une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis la maladie de Martha. « Sortez de ma propriété », dit-il d'une voix si calme qu'elle fit lever les sourcils aux deux gardes. Whitman, surpris par ce refus net, se redressa. « Vous faites une erreur grave, monsieur Dawson. Dans 24 heures, si vous n'avez pas changé d'avis, les conséquences seront lourdes. Pas seulement pour vous. J'ai remarqué que votre voisine, Madame Delgado, a une famille charmante. Il serait regrettable que notre enquête s'élargisse. » La menace était claire. Whitman savait qu'il ne pouvait pas intimider Earl seulement par la peur de la prison. Alors il s'attaquait à ses proches. Quand les SUV repartirent, laissant derrière eux une odeur de menace et de poussière, Earl se sentit trembler pour la première fois, non pas pour lui, mais pour Rosa et son neveu. Le soir, il appela le shérif adjoint, James Monroe. « James, j'ai reçu des menaces, des gens puissants. » La réponse fut désarmante de franchise. « Earl, si ces types ont des appuis fédéraux, on ne pourra pas faire grand-chose. Note tout, garde les preuves, mais ne compte pas trop sur nous pour te protéger. » Pas très rassurant. Peu après, Dr Park revint, un sac de voyage à la main. « Je reste cette nuit ?» dit-elle d'un ton qui n'admettait aucune discussion.
S'ils reviennent, tu ne seras pas seul. 1 heure plus tard, Tommy débarqua aussi avec son ordinateur portable et une pile de boissons énergétiques. J'ai fouillé plus profondément. Zénith, ce n'est pas qu'une entreprise. C'est un réseau, plusieurs filiales, des sociétés écrans, des financements fédéraux. Mais ça veut dire aussi plus de points faibles. Et si on pouvait exposer tout ça? Cette nuit-là, le mobile home d'Earl se transforma en quartier général improvisé. Une vétérinaire rongée par la culpabilité, un adolescent surdoué en informatique, un vieil homme ruiné, une chienne brisée mais protectrice, et 3 chiots innocents. Face à eux, une multinationale blindée de pouvoir et de soutien. Le rapport de force était absurde, mais à cet instant, personne ne recula. Stella s'allongea au pied d'Earl, posant sa tête sur sa jambe, comme pour lui transmettre une parcelle de sa confiance. Et lui, caressant son pelage marqué de cicatrices, fit une promesse silencieuse. Plus jamais, elle ne serait traitée comme une simple expérience. La guerre pour sa liberté venait de commencer. La catastrophe arrive sans prévenir. À 3h17 du matin, le cri aigu de Stella réveilla tout le monde. Earl bondit hors de son canapé et vit Grace, la plus petite, secouée par des convulsions violentes sur la couverture. Ses pattes battaient frénétiquement, de la mousse blanche lui sortait de la gueule. Earl eut l'impression de revivre les derniers instants de Martha, impuissant face à une souffrance qu'il ne pouvait arrêter. « Docteur !» cria-t-il, la voix brisée. Sarah accourut encore en t-shirt, son instinct professionnel reprenant aussitôt le dessus. Elle prit la petite chienne dans ses mains tremblantes mais sûres. Elle brûle de fièvre, c'est une crise sévère. Ses poumons n'arrivent plus à oxygéner son corps, son cœur s'emballe. Si on ne l'emmène pas immédiatement à la clinique d'urgence de Norfolk, elle ne passera pas l'heure. Earl attrapa ses clés sans réfléchir. Le vieux Ford tout sauta mais démarra. Les pneus avalèrent la route déserte à une vitesse qu'il n'avait pas atteinte depuis des décennies. Sur le siège passager, Sarah tentait de maintenir Grace en vie, tandis que Stella, refusant de rester derrière, s'était installée sur ses genoux, gémissant et léchant frénétiquement le petit corps convulsé de sa fille. À l'arrière, Tommy était resté avec les 2 autres chiots, promettant de surveiller les alentours et de prévenir au moindre mouvement suspect des hommes de Whitman. La route sembla durer une éternité, chaque feu rouge un supplice. Enfin, ils arrivèrent devant la clinique vétérinaire d'urgence, un ancien entrepôt transformé en centre médical. La lumière fluorescente découpait leurs silhouettes fatiguées dans la nuit. La docteure Jennifer Wallace de garde les accueillit avec le calme froid de ceux qui affrontent la panique tous les soirs. Son examen fut rapide mais sans appel. Ses poumons sont sous-développés, c'est congénital. Son corps compense depuis la naissance mais là, il lâche. Elle a besoin d'oxygène, de médicaments spécialisés et peut-être d'une chirurgie cardiaque si elle survit à cette nuit. Sans intervention, elle a quelques heures tout au plus. Avec, elle a une chance, mais elle hésita avant d'ajouter « Nous parlons d'au moins $3000, probablement plus. Et je ne peux pas garantir la réussite. » Le mot « 3000 » heurta Earl comme un coup de masse. Il n'avait même pas 300. Son compte était vide, son portefeuille maigre. Même avec la bonne volonté de Rosa ou de Sarah, jamais il n'atteindrait cette somme en quelques heures. La vétérinaire, professionnelle mais compatissante, attendait sa réponse. Sarah pose une main sur son bras. « Earl, je peux avancer une partie. On peut trouver une solution, un paiement différé, une collecte. » Mais il secoua la tête, les larmes brouillant sa vue. « Non, si je ne peux pas assumer, alors c'est peut-être que je dois... » Il n'arriva pas à finir. Dire les mots aurait été comme signer l'arrêt de mort de Grace. À cet instant, Stella s'approcha de la table d'examen et, délicatement, lécha la petite gueule de sa fille. Son regard ambré croisa celui d'Earl, rempli d'une douleur muette, mais d'une détermination farouche. Elle refusait d'abandonner, comme Martha qui avait souri malgré la souffrance, pour lui donner la force de continuer. Alors, le téléphone d'Earl sonna. Numéro masqué, il décrocha la gorge serrée. La voix suave et mielleuse de Whitman se fit entendre. « Monsieur Dawson, j'ai appris que votre petite protégée est à l'agonie. Quelle tragédie! Mais vous savez, notre centre possède des spécialistes capables de la sauver. Nous connaissons ses besoins mieux que quiconque. Si vous nous ramenez immédiatement la chienne et sa portée, je vous promets qu'elle sera soignée gratuitement. » Earl serra le combiné si fort qu'il faillit le briser. L'offre était habile, calculée pour exploiter son désespoir. Sauver Grace, au prix de condamner Stella et les autres à retourner en enfer. Whitman attendait sa réponse, sûr de sa victoire. « Qu'en dites-vous, monsieur Dawson? Vous pouvez sauver une vie, ici et maintenant.
ou les voir toutes s'éteindre une à une. Earl ferma les yeux, se souvenant de la promesse faite à Martha, puis à Stella, ne plus jamais détourner le regard, ne plus jamais céder devant ceux qui piétinent la vie. Il inspire profondément. « J'ai une contre-offre, Dr. Whitman. » Silence glacé à l'autre bout. « Allez au diable. » Et il raccrocha. Un poids énorme s'envola de sa poitrine. Pour la première fois, il choisissait de lutter sans compromis. Stella leva les yeux vers lui, comme si elle avait compris chaque mot. Dehors, le jour commençait à poindre, apportant une lueur fragile d'espoir. Dans la salle de soins, Grace, branchée à l'oxygène, reprenait une respiration un peu plus régulière. La bataille était loin d'être gagnée, mais il n'était plus seul. Alors qu'Earl veillait Grace, luttant pour ne pas sombrer dans l'épuisement, Tommy débarqua dans la salle d'attente de la clinique vétérinaire, le souffle court, son ordinateur serré contre lui. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et d'horreur. « Monsieur Dawson, vous devez voir ça, c'est à propos de Stella et de Sophie. » Earl sentit ses jambes se dérober sous lui à l'évocation de ce prénom, sa petite fille, morte 6 mois plus tôt, officiellement d'une overdose dans un appartement d'Omaha. Une plaie jamais refermée, un poids que son fils David lui avait toujours reproché. « Tu aurais dû être plus présent, papa. Elle était perdue et tu n'as rien fait. » Tommy posa l'ordinateur sur la table basse de la salle d'attente. L'écran afficha une page Facebook, celle de Sophie. Earl connaissait déjà certaines photos, mais d'autres lui étaient totalement inconnues. On y voyait une adolescente souriante, pleine de vie, portant des t-shirts couverts de poils de chien, entourée de chiots dans un refuge. Mais surtout, plusieurs clichés montraient Sophie avec une grande chienne au pelage brun et noir, les mêmes yeux ambrés que Stella. Le commentaire sous une photo, daté de seulement 3 semaines avant sa mort, fit battre le cœur d'Earl plus fort. « Moi et Sky, presque prête pour la certification de chien de thérapie. Encore 3 semaines et on sera officiellement une équipe. » Sky, le nom que Sophie avait donné à Stella, son chien, son ami. Pas un sujet de laboratoire, mais la compagne d'une adolescente courageuse. Tommy fit défiler d'autres publications. Les dernières parlaient de choses terribles qu'elle avait découvertes dans un centre, de chiens utilisés comme des machines, et de sa volonté de dénoncer ceux qui leur faisaient du mal. Son ultime message glaça le sang d'Earl. « J'ai trouvé où ils gardent les chiens blessés. J'y vais ce soir pour récupérer des preuves. Si quelque chose m'arrive, dites à mon grand-père qu'il avait raison, et que Sky connaît la vérité. » Sarah Park, qui lisait par-dessus l'épaule d'Earl, pâlit. « Oh mon Dieu, je me souviens d'elle maintenant. » Sophie est venue à la clinique au printemps dernier pour un projet d'école. Elle posait beaucoup de questions sur la reproduction des chiens, sur les programmes de recherche. Elle cherchait déjà à relier les points. Earl sentit son cœur exploser en 1000 morceaux. Sa petite fille, elle n'était pas une junkie perdue. Elle était une enquêtrice, une justicière, une enfant de 16 ans qui avait hérité de son courage et de son sens de la justice. Et elle était morte pour ça, pas à cause de mauvaises fréquentations, mais parce qu'elle s'était approchée trop près de la vérité sur Zenith Research. Tommy ouvrit alors un fichier vidéo sauvegardé en cache. L'écran trembla, la caméra était un smartphone mal caché. On voyait une succession de cages dans un entrepôt sombre, des dizaines de chiens, certains blessés, d'autres enceintes. Sophie murmurait « Ils en ont plus de 60. Ils injectent des femelles gestantes pour voir l'effet sur les chiots. Sky, je vais te sortir de là, je te le promets. » La caméra se tourna une seconde et l'on vit Stella, enfermée, le ventre gonflé, la peur dans les yeux. La vidéo s'interrompit brusquement sur des bruits de pas qui approchaient, puis un souffle affolé. Earl porta ses mains tremblantes à son visage. « Seigneur, elle a essayé de la sauver. Elle a essayé de sauver Sky. Et ils l'ont tuée. » Tommy n'avait pas fini. Il montra un échange de messages entre Sophie et une amie. « Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas un accident. Zenith fait des choses illégales. Promets-moi de dire à mon grand-père que je l'aime et que je suis fier d'être sa petite fille. » Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Earl. Tout ce qu'il croyait perdu revenait avec une violence insupportable. La vérité, l'honneur de Sophie, son héritage. Elle n'avait jamais été faible. Elle avait été forte, plus forte que tous. Et il n'avait pas su la protéger. Stella, comme si elle comprenait, s'approcha et posa doucement sa tête sur ses genoux. Ses yeux ambrés reflétaient la même douleur que la sienne. Elle aussi avait perdu Sophie. Elle aussi avait porté ce deuil silencieux. Sarah, la gorge serrée, murmura « Earl, il faut que tu comprennes. Sophie est morte en héroïne. Elle a essayé de faire ce que nous n'avons pas osé faire, exposer la vérité. Mais elle n'a pas eu le temps. Toi, tu l'as.
Le poids se transforma en résolution. Earl serra les mâchoires, relevant la tête avec un feu nouveau dans le regard. « Alors nous allons finir ce qu'elle a commencé. Ils n'enterreront pas son courage sous des mensonges. Stella, t'es petit, Sophie. Je vais me battre pour vous tous. » Tommy, galvanisé, lança aussitôt « Alors il faut rendre tout ça public, pas juste à la police. Ils sont trop lents et trop liés. Il faut inonder les réseaux, les médias, tous les groupes de défense des animaux. Que tout le pays sache qui est Zénith et ce qu'ils ont fait à Sophie. » Earl hocha lentement la tête. Le temps de se cacher et de subir était terminé. Il avait enfin un but clair, aussi dangereux qu'essentiel, faire tomber Whitman et son empire, coûte que coûte. Le lendemain matin, alors que le soleil peinait à se lever sur Norfolk, Earl donna son accord d'un ton ferme. « Tommy, mets tout en ligne. Chaque photo, chaque vidéo, chaque mot de Sophie. Le monde doit savoir. » Le jeune homme se mit au travail comme un soldat en mission. Ses doigts volaient sur le clavier, préparant des dossiers compressés, écrivant des posts percutants, ajoutant des hashtags simples mais puissants, hashtag justice pour Sophie, hashtag libérer les chiens, hashtag stop Zénith. En moins d'une heure, les vidéos de Sophie circulaient déjà. Le visage lumineux d'une adolescente courageuse, son murmure dans l'entrepôt, les cages remplies de chiens mutilés, tout cela était impossible à ignorer. Les premières réactions arrivèrent rapidement. Des associations locales partagèrent les images, puis des comptes plus influents. À midi, des chaînes d'information régionales reprenaient déjà l'affaire. Une jeune fille morte il y a 6 mois aurait été en réalité une lanceuse d'alerte, titre à l'une d'elles. À 15h, c'était national, talk-shows, chroniques, journalistes spécialisés en malversation scientifique. Les réseaux sociaux explosaient. Le nom Zénith Research Group apparaissait en trending. Earl, assis dans la salle d'attente de la clinique, regardait incrédule les notifications défiler sur l'écran du portable de Tommy. Les visages des présentateurs défilaient sur les téléviseurs accrochés au mur, parlant de Sophie, de ses vidéos, de ses preuves. Le pays entier découvrait que cette mort soi-disant accidentelle cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. La réaction de Zénith ne se fit pas attendre. En début de soirée, un communiqué officiel fut publié sur leur site internet. Nous déplorons l'utilisation abusive de documents internes falsifiés. Zénith Research respecte toutes les lois fédérales et se consacre au bien-être animal. Les allégations diffusées sont mensongères et diffamatoires, mais le mal était déjà fait. Des membres du Congrès demandèrent l'ouverture d'une enquête. Des associations nationales exigèrent des inspections immédiates. Même le département de la Défense annonça vouloir suspendre temporairement certains contrats, en attendant d'y voir plus clair. Pour Whitman, c'était un séisme. Earl aurait voulu savourer cette petite victoire, mais il savait que l'homme ne reculerait pas. La preuve arriva le soir même. Rosa débarqua en courant au mobile home, haletante. « Earl, 2 hommes m'ont suivi en voiture en revenant du marché. Ils posaient des questions sur toi, sur les chiens. » Sa voix tremblait. « Ils savent ce que je t'aide. » Le vieil homme sentit une bouffée de culpabilité. Whitman ne bluffait pas. Il élargissait la pression à ceux qui l'entouraient. Mais Rosa, droite comme un roc, déclara « Peu importe, je n'ai pas peur d'eux. » La nuit, le parc de Mobile Home ressemblait à un camp retranché. Stella montait la garde près de la porte, ses chiots nichés dans un panier renforcé de couverture. Sarah griffonnait des notes médicales à envoyer aux journalistes, détaillant les anomalies des chiots comme preuve d'expérimentation. Tommy, les yeux rivés à son écran, piratait des archives publiques, mettant à jour des contrats douteux entre Zénith et certaines agences gouvernementales. Puis, un message inattendu arriva, un email signé d'une adresse inconnue, mais avec des documents joints estampillés, confidentiels. « Je suis un ancien employé de Zénith. J'ai vu ce qu'il faisait. Je n'ai jamais eu le courage de parler. Mais ce que vous avez publié m'a convaincu. Voici des preuves supplémentaires, rapports internes, budget, photos. Faites-en bon usage. » Sarah ouvrit les fichiers et blêmit. C'était accablant. Protocole d'injection sur femelle gestante, tableau de résultats, courbe de survie des chiots. Tout noir sur blanc. Zénith avait non seulement contourné la loi, mais avait falsifié des données pour justifier ses subventions. « C'est fini pour eux », souffla Sarah. « Avec ça, ils sont cuits. » Mais Earl, lui, ne se berçait pas d'illusions. « Non, docteur. Pour eux, ça veut dire qu'ils vont devenir plus dangereux. Ils n'ont plus rien à perdre. » Cette nuit-là, alors que les chiots dormaient paisiblement pour la première fois depuis des jours, Earl resta éveillé. Le visage de Sophie hantait son esprit.
Elle avait donné sa vie pour qu'ils en arrivent là. Ils ne pouvaient pas échouer maintenant. Stella vint poser sa tête sur son genou, comme si elle sentait sa tempête intérieure. Ses yeux semblaient dire « On continue ensemble ». Au petit matin, la nouvelle éclata. Le FBI ouvrait une enquête officielle sur Zenith Research Group. Des mandats de perquisition étaient en préparation. Et un nom revenait sans cesse dans les médias, un nom désormais associé au scandale. Dr Marcus Whitman. Earl sut alors que la bataille finale approchait. Zenith n'allait pas se laisser détruire sans riposter. Et lui, simple vieil homme, allait devoir affronter l'orage de plein fouet. Les jours suivants furent une tempête médiatique et judiciaire. Chaque heure amenait une nouvelle révélation. Des journalistes d'investigation diffusèrent les vidéos de Sophie en boucle. Les réseaux sociaux vibraient sous les hashtags. Des associations de protection animale se mobilisaient devant les bâtiments de Zenith, brandissant des pancartes avec le visage souriant de Sophie à côté de photos de chiens maltraités. Puis, le jeudi soir, la nouvelle tomba. Le docteur Marcus Whitman avait été arrêté. Le FBI, désormais poussé par une pression politique et populaire gigantesque, avait perquisitionné plusieurs sites de Zenith. Des centaines de chiens furent libérés. Des serveurs informatiques, des documents secrets, des produits pharmaceutiques expérimentaux furent saisis. Whitman, menotté devant les caméras, perdit enfin ce masque de dirigeant lisse. Earl regardait les images à la télévision depuis la clinique de Norfolk, assis à côté de Stella. Il ne ressentit pas la joie triomphale qu'il aurait imaginée, seulement un immense soulagement. L'homme qui avait détruit Sophie et terrorisé tant d'animaux ne pourrait plus nuire. Mais il restait une bataille encore plus intime. Grace. La petite chienne branchée à l'oxygène se battait toujours. Sa respiration s'était stabilisée, mais son cœur restait fragile. La docteure Wallace annonça qu'une spécialiste de l'université du Nebraska, la docteure Elizabeth Monroe, avait entendu parler de l'affaire et faisait le déplacement personnellement pour examiner la chio. Quand elle arriva, blouse blanche et regard déterminé, elle prit Grace avec douceur. Après un examen minutieux, elle déclara « Ses poumons sont endommagés mais pas irrémédiablement. Avec un traitement adapté et un suivi régulier, elle peut vivre une vie normale. » Ce qu'elle endure est la conséquence directe des produits expérimentaux injectés à sa mère. Mais elle a la volonté de s'en sortir. Ces mots furent comme un baume pour Earl. Grace avait une chance. La vie, cette fois, gagnait. Pendant ce temps, une collecte en ligne avait été lancée par un ami de Tommy. L'histoire avait touché le cœur de milliers de personnes. En une semaine, plus de 40 000 $ furent récoltés. De quoi payer les soins de Grace, mais aussi sortir Earl de sa misère. Des messages arrivaient de partout. De vétérans qui comprenaient la force du lien homme-chien, d'adolescents inspirés par le courage de Sophie, de familles qui voyaient en Earl un exemple de résilience. Quand Earl rentra enfin à son mobile home avec Stella et les 3 chiots, il fut accueilli par une surprise inattendue. Les voisins du parc avaient organisé une fête improvisée. Bannières, ballons, tables couvertes de plats préparés. Rosa avait cuisiné un festin, les enfants couraient autour des chiots, émerveillés. Et au centre, un grand panneau peint à la main. Bienvenue à la maison, Stella, Scout, Brave et Grace. Merci Sophie. Merci Earl. Le vieil homme sentit ses yeux se remplir de larmes. Pendant des années, il s'était cru invisible, oublié par le monde. Et voilà qu'une communauté entière se rassemblait autour de lui. C'est alors qu'il vit son fils, David, accompagné de sa femme et de leur fils adolescent. Le silence pesa un instant. David avait le visage grave mais ses yeux rougis trahissait une tempête intérieure. « Papa, dit-il simplement, je suis désolé. J'ai cru que Sophie était une victime de ses erreurs. J'ai cru que tu refusais de voir la vérité. Mais c'est moi qui avais tort. Elle était courageuse. Elle te ressemblait. » Earl posa une main sur l'épaule de son fils. « David, on n'a rien pu faire pour la protéger, mais on peut faire en sorte que son combat ne soit pas oublié. » Les 2 hommes s'étreignirent, maladroitement, des années de rancune fondues en quelques secondes. À leurs pieds, le jeune Tyler riait aux éclats en essayant d'apprendre à Stella à donner la patte. La chienne patiente obéissait comme si elle avait toujours attendu ce moment. Ce soir-là, pour la première fois depuis la mort de Martha, Earl se sentit pleinement vivant. Sa maison, autrefois lieu de solitude et de dette, résonnait de rires et d'aboiements. La mémoire de Sophie n'était plus une blessure muette, mais une lumière qui guidait leurs pas. Dehors, le vent d'automne faisait bruisser les feuilles, rappelant que l'hiver approchait. Mais dans ce petit coin du Nebraska, l'espoir avait repris racine, et il portait un nom, Grace.
Les semaines passèrent et le tumulte médiatique céda peu à peu la place aux procédures judiciaires. Zenith Research Group était officiellement démantelé. Les chiens rescapés furent confiés à des refuges partenaires, certains déjà adoptés par des familles aimantes. Le docteur Whitman, désormais en attente de procès, faisait face à des accusations de fraude, de cruauté animale et de conspiration criminelle. Pour la première fois depuis longtemps, le système semblait vouloir rendre justice. Pour Earl, la vie retrouva un rythme nouveau. Chaque matin, il était réveillé par les aboiements joyeux de Scout et Brave, par les petits pas maladroits de Grace, qui apprenait enfin à jouer sans s'étouffer. Stella, toujours vigilante, ne quittait jamais son côté. Dans le parc, les voisins venaient régulièrement voir les chiots, apporter de la nourriture, proposer leur aide. Son mobile home n'était plus un endroit triste et silencieux, mais un foyer vivant, empli de chaleur. La collecte avait non seulement couvert les soins de Grace, mais aussi réglé ses dettes. L'avis d'expulsion avait été annulé. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu la ferme, Earl pouvait respirer sans le poids écrasant des factures, et surtout, il n'était plus seul. Un soir, alors qu'il caressait Stella allongée à ses pieds, Earl regarda la photo de Sophie qu'il avait accrochée au mur, juste au-dessus de la table. Sa petite fille souriait, les yeux pleins d'un feu qu'il reconnaissait désormais comme le sien. « Tu avais raison, ma chérie », murmura-t-il. « On ne doit jamais détourner le regard quand on voit de l'injustice. On se bat, même si ça coûte tout. » Dr Sarah Park venait souvent. Elle aidait à surveiller la santé de Grace, mais surtout, elle partageait avec Earl un sentiment d'accomplissement. Ils avaient survécu à une tempête et ensemble avaient donné un sens nouveau à leur vie. Tommy, lui, était devenu une sorte de héros local. Son enquête numérique avait été saluée par des journalistes et plusieurs universités l'avaient déjà contacté. Mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était de voir Stella et les chiots libres, heureux, loin des cages et des injections. La mémoire de Sophie continuait de grandir bien au-delà des frontières du Nebraska. Une fondation portant son nom fut créée, dédiée à la protection des animaux et au soutien des jeunes lanceurs d'alerte. Des écoles présentaient son histoire comme exemple de courage, et des familles, partout dans le pays, adoptaient des chiens rescapés en pensant à elle. Un dimanche, lors d'un service à l'église locale, le pasteur invita Earl à prendre la parole. Le vieil homme, hésitant d'abord, monta sur l'estrade. Il n'avait jamais aimé être au centre de l'attention, mais cette fois, il savait qu'il ne parlait pas pour lui. « Je suis juste un vieux fermier qui croyait que sa vie était finie », dit-il d'une voix grave mais claire. « J'avais perdu ma femme, ma terre, et je pensais n'avoir plus rien à donner. Puis un matin, j'ai trouvé une chienne et ses petits, laissés pour morts. J'ai cru que c'était moi qui les sauvais. Mais en vérité, c'est eux qui m'ont sauvé. » Un silence respectueux remplit la salle. Earl poursuivit « Ce que Sophie a fait, ce qu'elle a essayé de dénoncer, ça prouve que peu importe notre âge, peu importe nos moyens, on peut choisir de se lever contre l'injustice. Elle avait 16 ans, j'en ai 72, mais nous avons tous les deux compris la même chose. La dignité ne se mesure pas en argent ou en statut. Elle se mesure au courage que l'on met à défendre ceux qui ne peuvent pas parler. » Les applaudissements éclatèrent. Stella, assise au premier rang, leva la tête vers lui, comme si elle comprenait qu'il parlait aussi pour elle. Ce soir-là, de retour dans son mobile home, Earl regarda les chiots dormir, roulés en boule les uns contre les autres. Grace respirait paisiblement, son petit thorax se soulevant avec régularité. Stella monta sur le canapé et posa sa tête sur ses genoux. L'automne avançait, l'hiver approchait, mais pour la première fois depuis des années, Earl n'avait pas peur de l'avenir. Il avait retrouvé une famille, pas seulement à travers son fils, revenu vers lui, ou son petit-fils, qui riait avec Stella, mais aussi dans cette chienne courageuse, dans ces chiots pleins de vie, dans une communauté rassemblée. Earl Dawson avait découvert une vérité essentielle. Il n'est jamais trop tard pour trouver un but. Peu importe l'âge, peu importe les cicatrices, la vie peut encore écrire un chapitre héroïque. Et à tous ceux qui l'écoutaient, son histoire posait une question simple mais profonde. Quelle cause vous donnerait à vous la force de vous lever et de vous battre, même quand tout semble perdu ?